Bienvenue à vous, très chers téléspectateurs de ACTU30 Télévision, et bienvenue à cette émission Entretien. L'émission du jour porte sur, vous connaissez que la République démocratique du Congo fait face à une agression dans sa partie est de la République démocratique du Congo. Pour mettre fin à cette situation, Félix Tshisekedi doit-il dialoguer avec les rebelles du M23? Sur cette question, je reçois sur ce plateau M. Fortifi Lushima, qui est coordonnateur national du mouvement Urgence panafricaniste RDC. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous madame. Bienvenue. Bienvenue, merci à vous de m'avoir invité. Et je pense que cet entretien sera très édificateur et très historique et pédagogique pour notre peuple. Mais parlez-nous d'abord, c'est quoi le mouvement Urgence panafricaniste RDC? Écoutez, le mouvement Urgence panafricaniste est un mouvement qui s'inscrit dans la ligne justement du combat de pères fondateurs qui ont défendu l'indépendance africaine, qui ont défendu la souveraineté africaine. Et aujourd'hui, nous pensons que ce combat n'est qu'une course de relais. Le Mumba l'a mené à son époque, Moulé l'a mené à son époque, et aujourd'hui, nous, descendants de ce grand esprit panafricaniste, nous sommes en train aussi de l'effectuer sur le terrain, raison pour laquelle nous avons lancé ces mouvements citoyens dans différentes capitales africaines, et cela nous permet justement d'être en jonction et pour justement effectuer et exécuter la définition stricte du panafricanisme qui est justement l'unité des diverses formes d'africanité dans l'objectif d'obtenir collectivement la souveraineté. Et nous sommes aussi sur le terrain congolais où nous luttons contre l'impérialisme américain qui agit via le Rwanda, raison pour laquelle aujourd'hui d'ailleurs nous allons parler de la situation sécuritaire, parce qu'aujourd'hui nous pensons que il y a les véritables commanditaires de cette guerre, puis il y a ceux qui justement jouent le rôle du proxy dans cette agression. Et nous devons mener le combat d'une manière bicéphale, lutter contre ceux qui financent Kagame, lutter contre lui-même Kagame, mais aussi lutter contre la classe politique congolaise qui n'est pas autant des enjeux. Mais comment lutter contre Kagame? Regarde ce qui se passe dans la partie Est, au niveau international, même au niveau de l'Union africaine. On demande au président de la République, Félix Tshisekedi, de négocier avec suite à cette progression du mouvement M23 soutenu par l'armée rwandaise. Écoutez, toutes ces instances internationales que vous venez de mentionner ne sont pas légitimes aux yeux du peuple congolais, ne sont pas légitimes aux yeux du peuple africain. L'Union africaine aujourd'hui qui a trahi les aspirations du panafricanisme, qui a trahi les aspirations de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Modibo Keïta, de Thomas Sankara, aujourd'hui est financée majoritairement par les Européens, par les Occidentaux qui esclavagisent et néocolonisent l'Afrique. Donc quelque part je ne pense pas que l'Union africaine est légitime pour dire au Congo ce qui c'est que nous devons faire. Et aujourd'hui, raison pour laquelle, bien évidemment, nous faisons partie de cette organisation, c'est un fait. Mais si nous devons nous coucher devant les désirs de cette organisation, nous serons aujourd'hui perçus comme des esclaves de cette union des autoritaires africains, parce qu'en réalité l'Union africaine ne répond pas aux aspirations du peuple, raison pour laquelle cette union d'ailleurs a suspendu la présence du Burkina Faso, du Mali, du Niger, qui sont aujourd'hui des nations révolutionnaires qui justement sont fortement apprécié par la population africaine. Donc il faut faire très attention avec les narratifs propagés par les médias occidentaux qui veulent nous faire croire justement que nous sommes sous l'égide d'une Union africaine souveraine. L'Union africaine n'est pas souveraine, donc elle n'est pas souveraine, donc elle ne doit pas nous donner des leçons sur le terrain. Et voilà pourquoi elle ne peut même pas parler de la situation, apporter une solution par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC. Exactement, raison pour laquelle j'ai pensé, et je le dis dans notre conférence de presse, que c'était inopportun de participer à ce conseil de paix organisé par l'Union africaine. Parce que l'Union africaine elle-même a dit que ce qui se passe au Kivu n'est que une sorte d'exécution d'un plan d'une opposition politico-militaire, alors que l'AFC M23 n'est pas une opposition politico-militaire. L'AFC M23, c'est un mouvement
terroristes fabriqués par le Rwanda pour déstabiliser et balkaniser la RDC. Donc le narratif propagé par l'Union africaine est un narratif qui justement répète comme des petits perroquets ce que l'Occident nous oblige. Donc quelque part je ne pense pas que cette union est légitime et je pense que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Qui a présidé notamment, il était président, je pense en 2022. Évidemment, son passage était passé inaperçu. Le chef de l'État n'a pas pu lui-même entreprendre de véritables réformes. Je le dis très clairement, ce n'est pas parce que en ce moment de la guerre, nous sommes en train de soutenir quelque part nos FRCD que nous ne pouvons pas dénoncer quelque part les incohérences du pouvoir. Donc le président de la République lui-même n'a pas pu faire respecter les aspirations du peuple africain lorsqu'il était à la tête de cette Union africaine. Donc aujourd'hui, ce que je pense, ce que nous pensons, ce que bon nombre de la population pense, ce que le bon nombre de la jeunesse, de jeunes Congolais pensent, c'est que nous devons suivre notre propre logique. Nous devons nous-mêmes défendre notre propre souveraineté. Parce que l'Union africaine ne le fera pas à notre place. Parce que l'Union africaine répond à l'agenda occidentale. Partout où elle est, elle fait la même chose, elle répète le même agenda occidental. Et nous, en tant que Congolais, nous devons nous-mêmes défendre notre souveraineté. Mais il faut notamment quitter cette organisation africaine. Pas du tout, je ne pense pas que c'est Julution en ce moment. Il ne faut même pas la quitter, il ne faut simplement pas suivre les exigences. Rester là comme un simple figurant. Pas figurant, mais je pense qu'au lieu de faire la diplomatie de la faiblesse, la diplomatie de l'impuissance, parce que c'est ce que nous sommes en train d'effectuer au Congo, en tout cas en tant que gouvernement, le gouvernement congolais est en train d'effectuer une diplomatie d'impuissance. Partout où nous allons, je l'exprime et je l'explique, partout où nous allons, nous pleurons. Partout où nous allons, nous disons que nous sommes attaqués, nous sommes agressés, ça fait plus de 30 ans, 30 ans ça suffit, la guerre ça doit s'arrêter. Mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons est régi par la loi de la jungle où les plus forts règnent. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où la puissance respecte la puissance, où la volonté de puissance doit s'affirmer. Un État souverain doit faire respecter sa souveraineté par tous les moyens nécessaires. On doit arrêter d'aller faire des discours émotifs, sensationnels devant les Africains, devant les gouvernements, ces gouvernements africains qui ne respectent même pas les aspirations de leur propre peuple. Et vous pensez que des gens qui ne respectent pas leur propre peuple vont faire respecter votre peuple? Donc quelque part, on doit mettre en place une diplomatie de puissance. Et c'est quoi la diplomatie de puissance? La diplomatie de la puissance, c'est une diplomatie qui tient compte d'une politique de grandeur. Nous sommes la RDC, nous avons le cobalt, nous avons le coltan, nous avons l'uranium, nous devons prendre en compte ces points et ces richesses naturelles pour que nous puissions justement mettre en place une politique qui affirme notre volonté de puissance. Et raison pour laquelle nous disons que la diplomatie de puissance aujourd'hui sous-entend que nous puissions faire de coopération militaire avec des États comme la Russie, avec des États comme l'Iran. Bon, je ne vais pas tout à fait mentionner la Chine parce que la Chine aujourd'hui est elle aussi partie intégrante de ces multinationales qui pillent les richesses du Congo. Donc aujourd'hui, nous devons mener une politique, une diplomatie des puissances, entretenir des partenariats avec la Russie, partenariats militaires, pas des partenariats pour nous faire soumettre, pas du tout, mais des partenariats pour que nous puissions justement rééquilibrer les forces en présence sur le terrain, parce que l'Union africaine ne va pas le faire. L'Union africaine n'a pas sauvé Kadhafi. L'Union africaine ne sauve pas le Mali aujourd'hui. L'Union africaine ne sauve pas le Burkina aujourd'hui. L'Union africaine ne sauve pas le Niger aujourd'hui. L'Union africaine ne sauve même pas la Somalie. L'Union africaine ne sauve pas bon nombre de pays africains qui se retrouvent dans un pétrin sécuritaire. Et ne pensons pas que l'Union africaine va le faire pour les Congolais, parce qu'aujourd'hui, les gens qui composent cette Union africaine ne veulent pas d'un Congo libre, ne veulent pas d'un Congo souverain, à part quelquefois l'Afrique du Sud qui nous vient en aide. Donc il faut arrêter de croire que la solution viendra de l'Union africaine, mais il faut plutôt croire à une solution militaire, parce que aujourd'hui le monde ne respecte que le langage de la force. Il ne faut pas croire à l'Union africaine, mais entre-temps on a vu au niveau de l'Union européenne, on a vu le chef de l'État, la semaine passée, il s'est trouvé même à Munich. Il a dénoncé cette agression rwandaise. Le président de la République a encore insisté, il a encore cité le nom de Joseph Kabila. Pourquoi Félix Tshisekedi, en Allemagne, il cite Joseph Kabila? Ça a quel impact sur cette agression? Je suis comme tous les Congolais qui peuvent à un moment donné dénoncer les dérives qu'il y a eu à l'époque de Kabila, qui peuvent dénoncer certaines politiques de brassage et des mixages pendant l'époque de Kabila.
tous les Congolais les dénoncent. En tout cas, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, nous les dénonçons tous. Mais lorsqu'on prend la responsabilité d'un État, vous devenez le garant de la nation. C'est-à-dire que les passés, les présents et les futurs de ce pays-là, vous l'avez entre vos mains. Et lorsque vous avez l'avenir, le présent et le passé d'un pays entre votre main, vous devez arrêter toujours de jeter le propre sur l'autre, sur votre prédécesseur. Parce que nous attendons de Félix Tshisekedi qu'il fasse mieux que Kabila. Parce qu'aujourd'hui... Mais c'est lui le premier à être informé lorsqu'il cite Joseph Kabila. Derrière cette j'aimerais en tout cas que le président de la République puisse aller loin dans sa logique. S'il est vrai que M. Kabila est derrière, s'il est vrai que M. Kabila est derrière l'AFC, on doit répondre de procédures judiciaires contre ce monsieur. S'il est vrai, le président de la République, sa parole fait office de loi. Le procureur général devait aujourd'hui déjà prévenir judiciairement M. Kabila sur les faits qu'il soutient l'AFC. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce genre d'anathème, ce genre d'orientation politique qu'on veut donner à cette guerre n'est pas en train de jouer en faveur de notre pays, puisque notre gouvernement a très bien dit, et c'est d'ailleurs le récit de notre gouvernement, que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une agression extérieure, c'est une agression étatique rwandaise. C'est très important de prendre en compte ce point. Et venir tout le temps ressasser, répéter que c'est Kabila, à un moment donné, le monde ne va pas nous prendre au sérieux. Lorsque vous dites que l'agression vient de l'extérieur, bien sûr qu'il peut y avoir des complicités internes, même les gens qui sont dans l'entourage du chef, nous avons vu des gens du l'UDPS, diaspora, rejoindre l'AFC, nous avons vu des gens de Kabila rejoindre l'AFC, nous avons vu des gens de Katumbi, bon, ils parlent de leurs ex-membres, beaucoup de gens de cette classe politique ont rejoint l'AFC. Donc ce n'est pas que Kabila, ce n'est pas que Katumbi, même les gens de l'UDPS, certains personnages de l'UDPS ont rejoint cette agression rwandaise. Donc moi je pense que le chef de l'État devait beaucoup plus privilégier un discours d'un rassembleur, parce que nous avons besoin de tout le monde aujourd'hui, nous avons besoin des renseignements, nous avons besoin des idées, des propositions de toutes les forces politiques, et c'est là, aujourd'hui, il n'est pas judicieux que nous puissions mettre en place une orientation interne, parce que le monde, c'est que c'est le Rwanda qui nous agresse, le monde, c'est que c'est le Ouganda qui nous agresse, mais comment on peut à chaque fois ressasser que ce sont des Congolais qui sont derrière, et c'est là, est en train justement d'avaliser le narratif du gouvernement rwandais qui a toujours dit que cette crise est congolo-congolaise. Donc on doit sortir de cette interprétation de la chose. S'il y a des choses à reprocher à Kabila, je pense que M. Tshisekedi a son numéro de portable, et je ne pense pas que l'échange a été totalement rompu, donc ils peuvent encore discuter sur bon nombre de points, et on doit privilégier justement l'unité nationale au lieu de tomber dans le verbiage. Donc vous pensez qu'il faut pas pour l'instant mentionner les noms de Joseph Kabila, rester dans la position de dénoncer le Rwanda? Je ne suis pas ici pour parler de Kabila, je ne suis pas son porte-parole, je pense que sa porte-parole l'a fait. Et je ne suis pas payé pour ça, je suis venu pour parler du peuple congolais. Et je pense que maintenant, en ce moment, il faut prioriser l'unité nationale, il faut parler à tous les Congolais qui sont touchés et sensibles à la question de la sécurité au Kivu et qui peuvent apporter le changement. Parce qu'un ancien président de la République, c'est un personnage qui requiert beaucoup de renseignements. Et donc je pense qu'il faut qu'on mette sur place une stratégie, loin de l'émotion, loin du sensationnel, loin des sentiments. On doit mettre en place des stratégies qui peuvent justement nous permettre de pallier à la situation. Mettre en place de stratégies, le prêtre, la SYNCO et les CC sont dans cette démarche dans le cadre du pacte social pour la paix. Ils ont rencontré les M23, ils ont rencontré Moïse Katumbi, et il faut penser que c'est pas ça le moyen par excellence pour regrouper tous les Congolais dans le cadre, pour sauvegarder l'unité nationale. Écoutez madame, moi je suis un Africain, un panafricaniste. Les concepts du dialogue a toujours été pour nous une stratégie traditionnelle, une méthode traditionnelle, une option traditionnelle. C'est africain le dialogue. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse sur le contenu du contenu de ce dialogue. C'est très important.
Je ne suis pas contre un dialogue qui rassemble des patriotes congolais pour discuter sur le sujet congolais, contre l'agression extérieure, et dans l'objectif justement de reconquérir notre souveraineté territoriale. Je ne suis pas contre cette initiative lorsqu'il s'agit de mettre ensemble des Congolais pour réfléchir sur la situation sécuritaire. Mais je suis contre lorsqu'il s'agit de faire capituler, d'imposer une capitulation collective à la population congolaise, de nous faire comprendre que nous ne sommes pas aptes à défendre notre souveraineté. Il y a des Congolais qui sont prêts aujourd'hui à mourir pour leur pays, pour leur patrie. Il y a des Congolais aujourd'hui qui rejoignent la mouvance de résistance de Wazalendo. Il y a des Congolais aujourd'hui qui gaspillent leur salive, qui, au péril de leur vie, dénoncent l'agression rwandaise et disent que nous pouvons encore changer la situation. Et donc venir faire comprendre à la population que nous devons toujours continuer à traiter avec l'ennemi, moi je trouve que c'est irrationnel. Ce n'est même pas du sensationnel, ce n'est même pas de l'émotion. Parce que j'ai vu des gens vouloir m'incarcérer dans une fixation contre les évêques ou les prélats protestants. Écoutez, je n'ai aucun problème contre ces grands messieurs. Je n'ai rien pour eux, je n'ai rien contre eux aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je pense que la démarche entreprise par les prélats catholiques est suicidaire pour la souveraineté congolaise. Parce que ils disent que nous devons dialoguer avec le M23, avec le Rwanda. Ils parlent d'un pacte social pour la paix, pour justement imposer la paix dans la région des Grands Lacs. Mais qui sème le chaos? Qui sème justement la désolation? Qui sème la guerre? Qui sème le système des pillages qui justement ne facilite pas le bon vivre ensemble dans la région des Grands Lacs? C'est M. Kagame. Mais ils ont rencontré Kagame. La raison pour laquelle j'ai dit que c'était inopportun de le faire. Je dis que nous avons de l'expérience. Parce que, raison pour laquelle je dis à M. Abbé Chollet, je dis à tous ces prêtres catholiques et à tous ces prêtres protestants d'avoir une conscience historique. Nous avons dialogué avec le Rwanda en 99, accord de Lusaka. On n'a jamais obtenu de paix. Nous avons dialogué avec le Rwanda, avec le CNDP de Laurent Kouda. On n'a jamais obtenu de paix. C'était d'ailleurs l'accord Amani 1 et l'accord Amani 2. Nous avons dialogué avec le M23 en 2009. Nous n'avons jamais obtenu de paix. Alors pourquoi continuer à répéter la même méthode, à répéter la même stratégie qui ne fonctionne pas? Parce que je pense que l'imbécilité ou le manque d'intelligence, c'est de répéter la même méthode pour obtenir des résultats différents. Aujourd'hui, il faut changer de méthode. Aujourd'hui, je pense que l'option militaire est la plus appropriée pour faire repousser Kagame. Vous savez, moi j'ai beaucoup étudié Paul Kagame via différents livres et via certains patriotes rwandais avec lesquels nous sommes permanemment en échange et en contact. Monsieur Kagame, c'est une personne qui ne fonctionne que par le rapport de force. M. Kagame, c'est un personnage qui ne respecte que la violence, qui ne respecte que la force, qui ne respecte que la puissance. Et face à lui, il doit y avoir un Congolais, un chef d'État, un dirigeant qui oppose à cette stratégie rwandaise une guerre frontale. Parce que si vous mettez un civil qui va tout le temps faire recours à la paix et aux négociations face à un puissant, violent, sanguinaire, génocidaire militaire, ben écoutez, à chaque fois, vous allez revenir sur la table pour négocier. Parce que quel message nous lançons à la Zambie? Quel message nous lançons au Congo-Brazzaville? Quel message nous lançons au Burundi, au Zimbabwe? Que les Congolais vont à chaque fois négocier lorsque vous empiétez ou lorsque vous piétinez leur souveraineté. Donc à un moment donné, on doit justement réfléchir avec patriotisme, avec froideur, et j'ai raison pour laquelle nous, notre mouvement a proposé d'ailleurs un partenariat militaire avec la Russie, parce que nous pensons que cette coopération russo-congolaise peut justement nous aider à rééquilibrer les forces du terrain. Je ne suis pas en train de dire ici que les Russes viendront, qu'il y aura la paix totale, que nous allons répondre à ces problèmes avec une potion magique. Ça n'existe pas. Je ne suis pas un démagogue, je ne suis pas un acteur politique. Je ne vends pas l'illusion, je ne vends pas le rêve aux populations congolaises, mais je dis simplement que l'exemple du Mali, l'exemple du Burkina Faso et l'exemple du Niger doivent justement nous permettre de voir le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, la Russie peut nous aider à rééquilibrer les forces sur le terrain. La Russie
peut nous aider quelque part, parce que quand j'ai dit d'ailleurs, quand j'ai parlé de la Russie, je ne suis pas en train de dire ici que le soldat russe viendra mourir pour le peuple congolais, ça n'existe pas. Je ne dis pas ici que Wagner ou les mercenaires russes doivent venir, mais je dis que la coopération militaire peut justement comporter des instructeurs, d'accord, les achats d'armes russes, parce que mais ça va pas prendre, les Russes sont quand même très sophistiqués en termes d'armes. Ça va prendre du temps. Entre-temps, il y a cette progression. Ils étaient à Goma, Bukavu. À Bukavu, plutôt, on sent qu'ils veulent asphyxier le président Tshisekedi et lui contraindre à négocier à l'heure actuelle. Écoutez, le chef de l'État doit rester dans sa position du refus ou... il doit peut-être négocier pour une paix apparente après. C'est le conseil que je peux donner. À trouver ces tractations avec la Russie. Moi, je pense que c'est le conseil que je peux donner au chef de l'État, quoique je le fais d'une manière très humble. Il n'y a aucune arrogance, aucune prétention de ma part. Je pense que le chef de l'État doit prendre son billet d'avion pour aller en Russie, pour rencontrer M. Poutine. C'est extrêmement important. Parce que si nous prenons la peine de gaspiller nos billets pour aller à Paris, à Bruxelles, à Londres, pour pleurnicher, pourquoi ne pas gaspiller? Pourquoi ne pas un tout petit peu gaspiller un billet pour aller rencontrer M. Poutine? Vous pensez que Poutine va facilement accepter? Je ne suis pas un grand amoureux de Poutine, je ne suis pas un grand amoureux de la Russie, mais je pense qu'en ce moment, ce monsieur peut nous aider, ces pays-là. Parce que ce n'est pas le personnage que j'apprécie, c'est le pays, c'est l'efficacité militaire de la Russie que je peux apprécier temporairement. Je pense que cela peut nous aider. Parce que, vous savez, madame, le Rwanda est soutenu par l'Occident. D'ailleurs, je vous informe, et d'ailleurs je l'ai dit à la télévision parce que j'ai des informations appropriées, que l'avancée du M23 est aidée, appuyée par l'armée occidentale, parce que justement, les satellites occidentaux informent au M23 pendant la progression, pendant leurs avancées sur le terrain. Donc les Occidentaux sont proches du Rwanda. Et lorsque vous avez en face de vous un proxy des Occidentaux, qu'est-ce que vous faites? Vous devez aussi chercher un contrepoids géopolitique qui va vous permettre temporairement, parce que je ne suis pas en train ici de parler d'une coopération éternelle, je n'ai pas besoin de voir éternellement les Russes au Congo. Ces pays appartiennent aux Congolais, ces pays appartiennent aux Africains et on doit le préserver. Je n'ai pas besoin de voir les têtes caucasiennes ici dans mon pays. Mais je pense que un accord militaire, comprenez bien que c'est pas la langue de Kimbangu, c'est la langue de Molière, qu'un accord militaire va nous aider nécessairement en ce moment, urgemment en ce moment, parce que le Congo est en plein danger existentiel. Donc, entre-temps, vous demandez au président de la République de résister, évidemment, contre les négociations. Écoutez, que le président ne résiste pas, la population résistera. On ne doit pas ici focaliser la résistance du peuple congolais autour du chef de l'État, autour d'un personnage. C'est lui le garant de la nation, c'est lui le symbole de l'unité nationale, mais je le dis parce que c'est notre devise, hein, en tout cas en tant que mouvement, ce que les élites ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Donc, si M. Tshisekedi résiste, tant mieux, d'accord, et s'il ne veut pas le faire, tant pis. Mais qu'est-ce que vous lui proposez? Nous avons proposé depuis 3 ans déjà certaines mesures idoines à prendre pour sortir de cette situation précaire. Nous avons dit au chef de l'État, proposé au chef de l'État de faire la pression sur les intérêts économiques occidentaux parce que les Américains, les Français, les Anglais soutiennent Paul Kagame. Nous avons aussi proposé au chef de l'État de convoquer les États généraux de la défense nationale pour restructurer, réformer et désinfiltrer notre armée. Nous avons aussi proposé au chef de l'État de diversifier les partenariats géopolitiques avec les États membres de BRICS. Et en dernier point, nous avons aussi proposé au chef de l'État de discipliner la gestion des affaires internes, puisqu'on ne peut pas comprendre que dans un pays en guerre, qu'il y ait des détournements, qu'il y ait une mégestion des affaires publiques. Donc voilà les 4 points que nous avons proposés au chef de l'État, et aujourd'hui c'est la même chose que nous répétons, et d'ailleurs nous avons fait une mise en garde pendant notre conférence, je pense que l'un de vos confrères y était invité. Nous sommes dans le couloir de certains acteurs, de certains milieux dans cette région des Grands Lacs. Et je sais que nous, comme je l'ai dit, nous sommes en contact avec certains patriotes rwandais, certains patriotes burundais qui sont contre l'extrémisme Tutsi qui aujourd'hui sévit ou oppresse la population rwandaise au Rwanda, à Kigali.
Et selon les infos que nous avons, il y a un risque d'assassinat contre le chef de l'État, peu importe la décision. Vous savez, le chef de l'État doit savoir que l'extrémisme Tutsi est extrêmement rancunier. Peu importe la décision qu'il va prendre, négocier ou pas, ces gens-là ont décidé déjà de l'abattre. Et il faut que nous puissions prendre en compte ces dangers existentiels. Et donc, je pense que le chef de l'État doit aujourd'hui décider d'entrer par la grande porte de l'histoire. Prendre une mesure, prendre une décision qui va aujourd'hui sauver la patrie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un chef de l'État qui va tenir debout face aux pressions occidentales, face aux pressions régionales, face aux pressions même locales, parce qu'il y a certains membres du régime qui sont en train de lui dire de dialoguer, qui sont en train de faire une sorte de pression sur le chef de l'État. Et donc nous lui disons qu'il doit prendre en compte ces dangers existentiels que notre pays aujourd'hui subit, et s'il ne le fait pas, le Congo risque encore de disparaître. Aujourd'hui, on doit avoir peur de disparaître, Madame Jaël. Vous savez, lorsque je rencontre les Russes, lorsque je rencontre les Chinois, ces peuples-là ont peur de disparaître. Raison pour laquelle ils ont des armes nucléaires, ils ont des armes sophistiquées, parce qu'ils savent que dans ce monde, on ne respecte que celui qui est puissant, on ne respecte que celui qui est fort. Donc si les Congos décident malheureusement de rester faibles face aux pressions occidentales et aux pressions régionales, nous allons disparaître dans pas très longtemps. Vous voyez, ils ont déjà pris Bukavu aujourd'hui. Hier, c'était Goma. Demain, ça sera peut-être le Banyema. Le lendemain, ça sera peut-être... On ne le souhaite pas. Mais je veux que nous puissions rester dans la froideur. Ce n'est pas parce que nous ne le souhaitons pas que cela ne peut pas venir. Parce que la politique a sa complexité. Et donc, nous devons prendre en compte les dangers. Et plus nous imprégnons de ces dangers existentiels, plus nous aurons justement la capacité de prendre des décisions qui peuvent nous mener vers une politique des grandeurs. Mais il y a de ces opposants qui disent que pour que cette situation à l'Est soit résolue, le président de la République devrait démissionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, madame, dans la politique, ce que j'aime, c'est aussi la froideur. C'est cette propension à quitter le sensationnel. Monsieur Tshisekedi n'est pas un président que je veux recommander à un pays en crise. Soyons clairs et nets. Monsieur Tshisekedi, ce n'est pas un président que je vais recommander au Burkina Faso, que je vais recommander au Mali, que je vais recommander au Niger. En tout cas, soyons clairs, il n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Comme tous les autres acteurs de la classe politique. Ne vous trompez pas. Que ce soit Fayoulou, que ce soit Denis Sangma, je ne pense pas que les acteurs de la classe politique actuelle sont à la hauteur. Donc, il nous faut une froideur géopolitique, une froideur politique aussi, de comprendre que aujourd'hui, demander la démission de M. Tshisekedi va créer un chaos total qui ne va pas profiter au peuple, mais qui va profiter plutôt aux multinationales occidentales. Parce que si aujourd'hui M. Tshisekedi démissionne, concédons-le, il démissionne, qu'est-ce qui va se passer après? Qui va prendre le pouvoir? Les pays seront dans un chaos total et nous risquons de disparaître beaucoup plus rapidement parce que je connais le plan des Américains, je connais les plans de Rwandais. Ils vont accélérer leur processus de balkanisation. Donc, je ne suis pas ici en train de dire qu'il faut à tout prix maintenir le président au pouvoir, parce que moi j'ai été arrêté par ce régime, j'ai été tabassé par ce régime, je sais ce que c'est être critiqué ou être critique vis-à-vis de ce régime. Je sais ce que c'est. Je ne suis pas un tshisekidiste. Je n'ai rien pour lui, je n'ai rien contre lui. En tout cas, ce n'est pas un président que je vais recommander aux pays en danger. Ou que, d'ailleurs je le dis à chaque fois, c'est un président peu recommandable. Mais je dis que maintenant, il ne faut pas qu'on puisse se tourner vers de projets qui vont accélérer, qui vont faire le lit de Corneille Nangaa. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de Corneille Nangaa, qu'est-ce que c'est? C'est de créer un chaos total à Kinshasa pour accélérer son plan rwandais et américain. Bon, lui, donc aujourd'hui, il vient... Laissez-moi simplement terminer, madame. Le monstre qu'il a créé. Laissez-moi terminer, madame. Je disais donc que aujourd'hui, dire que M. Tshisekedi doit démissionner, c'est faire le lit de l'agression rwandaise. C'est répéter la même erreur que nous avons commise en 96. On était tous là en train de dire que Mobutu doit partir. Je n'aimais pas Mobutu, c'était un agent de la CIA. Mais ce n'est pas pour autant que je vais préférer les Américains ou préférer les Rwandais
à Mobutu. Je suis un patriote congolais. Lorsque la patrie est en danger, il faut avoir de la froideur. Et la politique, souvent, c'est le choix entre le préférable et les détestables. Et d'ailleurs, Madame Jaël, vous devez savoir que Tshisekedi est en position de faiblesse en interne. Si aujourd'hui, les mouvements citoyens, les acteurs politiques font des pressions populaires sur Tshisekedi, ces derniers vont fléchir et va prendre l'orientation que le peuple veut. Faisons plutôt des pressions sur lui parce qu'il est en position de faiblesse en interne, mais ne jouons pas le jeu de l'ennemi parce que je crains, madame, que cet appel à la démission du chef de l'État, justement, puisse être une sorte d'ouverture qu'on fait au Rwanda. Mais pour eux, c'est la solution d'après ces opposants qui le souhaitent. Je crains que ceux qui disent que le chef de l'État doit démissionner puissent malheureusement crier ou hurler avec le loup. Il faut faire attention. Le loup est en train de crier. Le loup rwandais est en train de crier. Et il ne faut pas que les patriotes congolais puissent crier avec le loup ou hurler avec le loup. Tshisekedi partira. Je sais que bon nombre de jeunes veulent prendre le pouvoir, ou bon nombre d'acteurs politiques veulent prendre le pouvoir, mais attendons encore un peu. Le jeu électoral, nous allons le faire. Patientons encore. Je sais qu'il y a beaucoup d'ambition quand je rencontre les jeunes m'écrivent sur Twitter, les jeunes m'appellent et me disent que on doit prendre les institutions pour rétablir la souveraineté. Mais en ce moment, gardons notre mal en patience, d'accord, et priorisons d'abord la reconquête de la souveraineté. Parce que s'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'élection libre, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression. Le jeune Idengo a été assassiné, pas parce que simplement il critiquait Tshisekedi, parce qu'il critiquait Tshisekedi, il dénonçait les dérives de Tshisekedi que moi j'ai dénoncé et pour lesquelles j'ai été arrêté, d'accord. Il n'a jamais été assassiné. Il n'a jamais été assassiné, mais aujourd'hui, il a été assassiné. Donc, soyons froids, restons objectifs. Je sais que nous ne voulons pas de Tshisekedi, c'est vrai, c'est réel. Lorsqu'on marche dans la rue, la population en a marre de la gestion de Tshisekedi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit hurler avec le loup. Faisons attention, n'hurlons pas. En tout cas, je le dis, bon nombre, je sais que j'ai beaucoup de grands frères au sein de la mouvance citoyenne, j'ai beaucoup d'amis, je pense d'ailleurs à Bienvenue Matombo, qui est une figure de proue de la lucha. Je sais que nous avons tous le même désir, la même intention, le même amour pour cette patrie, mais aujourd'hui, on doit prioriser d'abord la reconquête de la souveraineté. Tshisekedi partira, puisqu'il n'est pas à la hauteur. Mais, patientons encore. Patientons encore. Est-ce que la jeunesse congolaise est au courant des enjeux de cette agression? Écoutez, aujourd'hui, nous portons les aspirations même de cette jeunesse. Je parle même de ces Congolais lambda. Mais bien évidemment, vous savez, les Congolais sont au courant. Les Congolais sont conscients. C'est un enjeu de la balkanisation. Évidemment, les Congolais sont extrêmement conscients, mais les problèmes avec ces pays, c'est que, les problèmes avec ces gouvernements, c'est qu'on n'arrive pas à mobiliser le peuple. Parce qu'il y a aujourd'hui une méfiance, une inversion envers la politique au sein de la population congolaise. Et la classe politique doit recréer la confiance avec le peuple. Même si nous disons qu'il faut qu'il y ait un changement total de cette classe politique, mais il y a encore des enjeux beaucoup plus prioritaires en ce moment. Et donc, aujourd'hui, il faut faire comme Mosé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On a beaucoup de reproches à le faire. Il a été avec le Rwandais, mais après il s'est retiré, etc., etc. Mais ce monsieur-là a eu le courage de mobiliser le peuple en 98. D'ailleurs, je demande à ceux qui dirigent ce gouvernement d'aller voir ou rencontrer, se ressourcer auprès de M. Didier Moumenge, qui était ministre de l'Information à l'époque, qui a réussi à mobiliser le peuple. Sans ce monsieur-là, vous savez, je suis opposé à lui sur bon nombre de sujets, on discute très longuement d'ailleurs sur des sujets du panafricanisme, mais je pense que sans cet homme-là, Kinshasa aurait pu tomber en 98. Donc on peut encore se ressourcer. Comment mobiliser les peuples? Comment populariser, massifier? J'ai entendu le ministre Mutamba qui, au lieu de faire bien son travail de ministre de la Justice,
se complaît à faire la ronde des églises et il parle de l'armée céleste alors que nous sommes dans un monde où ce n'est pas les célestes qui règnent, mais c'est bien évidemment une armée efficace de terrain qui règne. Justement, je suis très affectif par son travail politique qu'il effectue. Je le souhaite très clairement aujourd'hui aussi, M. Boumtaba est quand même plébiscité par une certaine partie de la population, d'accord, mais on a besoin des entreprises, des démarches sérieuses dans ce moment. Aujourd'hui, le Congo, l'armée congolaise a besoin d'un appui militaire. Le Congo, l'armée congolaise n'a pas besoin des prières. Nous avons prié, nous avons organisé de grandes manifestations au sein du stade de Martyrs pour prier à Dieu, viens nous aider. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu est pour tout le peuple. Vous pensez que Dieu est absent ou bien il a déjà exaucé, il attend que les Congolais Dieu est proche de tout le peuple du monde. Parce que c'est Dieu qui a créé tout le peuple du monde. Mais c'est à chaque peuple de défendre sa souveraineté. D'ailleurs, il y a un sourate, je pense un verset musulman qui dit que Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Donc on doit nous changer nous-mêmes pour pouvoir sortir de cette situation sécuritaire. Donc pour vous, vous pensez que la jeunesse congolaise, même le Congolais lambda, comprend mieux, il suffit juste qu'il y ait une mobilisation. La population comprend, la population sait que c'est Paul Kagame qui est derrière. Mais lorsque notamment ces rebelles, ces adversaires avec des comptes sur des réseaux sociaux, des comptes fictifs, où on accélère le tribalisme, où on... Parce que c'est comme s'ils sont en train de montrer, de mettre à lui la gestion de Félix Tshisekedi pour qu'il soit vomi par la population. Apparemment, c'est l'une des stratégies, notamment pour déstabiliser Kinshasa. Mais, moi, en politique, ce que j'aime comme stratégie, ce n'est pas toujours de dire que l'enfer c'est les autres. De dire que les autres sont en train de tout faire pour diaboliser le chef de l'État. Mais j'ai l'impression que c'est sur le réseau, on vit ça sur les réseaux. Écoutez, ça va mettre les tribalismes en exergue. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. L'ennemi ne peut que faire cela. Vous ne pouvez pas en vouloir à un sorcier de vous attaquer le soir, madame Jaël. Vous ne pouvez pas le vouloir. C'est son travail, il doit le faire. Mais c'est à vous, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de faire de prières qui peuvent repousser le diable. Et donc j'ai dit que c'est au chef de l'État, c'est au gouvernement, à l'entourage du chef. J'ai vu d'ailleurs de gens qui sont de plus en plus méfiants, de plus en plus découragés, de plus en plus démotivés d'ailleurs, parce que ceux qui orientent le chef, parce que bon, même si je ne crois pas en cette image qu'on donne que le chef est très mal entouré, je pense que le chef doit lui-même choisir son entourage. Ce n'est pas, on n'impose pas un entourage à un chef. Il faut qu'on arrête aussi cette bêtise politique. Donc je pense que c'est au chef de l'État, c'est au gouvernement, c'est au manque de régime de tout faire pour relever la pente et pour rétablir la confiance entre le peuple. Monsieur Lushima, nous arrivons à la fin de cet entretien. Un mot aux Congolais, est-ce que les Congolais sont attachés par rapport à leur terre? Écoutez, le peuple congolais a toujours été attaché à sa terre. Parce que certains nous sommes qu'on ne vive pas ce qui s'est passé au Sud. Nous sommes un peuple de résistants. Nous sommes un vaillant peuple. Le 4 janvier 1959, nous avons combattu le pouvoir colonial avec toute son armée, tous ses moyens économiques. La population congolaise est sortie dans la rue pour lutter contre la colonisation. En 1998, à Kinshasa même, parce qu'on dit que les Kényans sont des décérébrés, on dit que les Kényans sont des distraits. Ils sont les mêmes Kenyans qui ont combattu l'agression américano-rwandaise. D'ailleurs, l'armée rwandaise en 1998 était aidée par les satellites américains et par l'armée américaine. Mais la population congolaise, la population quinoise est sortie dans la rue pour dire non à l'agression. Nous sommes un peuple de vaillants, nous sommes un peuple des résistants, nous sommes un peuple grand, raison pour laquelle j'adore même lire dans mes nuits les plus sombres l'hymne national zaïrois, en avant, plein de dignité, peuple libre, peuple fort. Nous sommes Congolais aujourd'hui et nous devons prendre en compte ces sentiments de fierté, ces sentiments de dignité, ces sentiments patriotiques que le Congolais porte, qu'ils soient à Paris, qu'il soit à Bruxelles, qu'il soit à Goma, qu'il soit à Bukavu, bien évidemment avec l'opération de Bomba que nous avons lancée, qui a pris de l'espace partout sur le terrain africain. Aujourd'hui, partout où nous allons, la population dit que nous sommes contre l'agression. Que la population n'aime
ou pas Fachi, d'accord, aime ou pas Fachi, tout le monde s'est dit que nous sommes contre l'agression. Et donc, on doit prendre en compte cette machine politique, cette motivation politique, cette moteur politique pour la fructifier, la transformer en véritable stratégie politique pour freiner l'avancée des Américains et des Rwandais. Même mot de la fin, dans le sens de l'éveil patriotique aux Congolais qui vous écoutent. Personne, aucune entité ne fait réfléchir le Congolais. Nous sommes un vaillant peuple. Nous sommes un peuple grand. Nous sommes un peuple qui vit sur une terre qui regorge toutes les richesses naturelles mondiales. Nous avons le cobalt, nous avons l'uranium, nous avons le lithium, nous avons toutes les richesses que le monde cherche. Et nous en avons conscience. Et nous allons tout faire pour défendre notre terre. Nos ancêtres ont été tués pour cela, massacrés pour cela. Et nous allons perpétuer ce combat pour cela. Au nom de nos millions de morts, au nom de tous ces gens massacrés, au nom de toutes ces femmes violées, au nom de toutes nos richesses pillées, nous resterons vivants, nous resterons résistants, parce que seule la résistance sauve un peuple. Vous savez, le peuple vietnamien a été agressé par les Américains dans les années 60. Les Vietnamiens avec des bâtons, les Vietcong avec des bâtons, ont donné une bonne fessée aux Américains. Parce qu'ils étaient déterminés, autodéterminés et dans une logique d'anti-victimisation. Ne victimisons pas le peuple. Laissons le peuple réagir contre toute agression qui se vit au Congo aujourd'hui. Les ancêtres ont parlé. C'est important de préciser. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement.